pourquoi j'ai ce karma de voir tout le monde mourir en fait, tu vois, à répétition et de voir et je renais de ça et j'ai encore plus d'énergie, encore plus de joie à transmettre, tu vois. Donc tu te dis mais attends mais il y a un truc quoi, tu vois, c'est pas Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Bouche cousue. Ce mois-ci, il va pas être aussi marrant que les autres, on va parler d'un sujet qui est plutôt sensible, c'est le deuil. Et aujourd'hui, on est avec Victoria. Victoria est porteuse de l'insomnie fatale familiale, une maladie héréditaire qui lui a pris sa tante, sa mère et son frère. Voici son histoire. Parce que Victoria, t'as quand même un lien assez particulier avec ce sujet et t'as une histoire extraordinaire liée à ça. On peut le dire, ouais, c'est quand même c'est trop mignon. extraordinaire. Merci. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler ? J'ai perdu mon père, la première personne de ma famille à être décédée d'une rupture d'anévrisme. Donc très soudain. Oui, d'un coup, sur une piste de danse, il est mort, donc magnifique. Enfin, il a eu une très belle mort, si on peut dire très belle mort, mais dans le sens où il est mort dans les bras de ma mère et il a eu le temps de lui dire, avant de mourir, dis aux enfants que je les aime et je t'aime. Et il est tombé. Mais pour moi, c'était pas triste parce qu'en fait, mais c'est bizarre, hein, mais j'étais trop contente de voir tous mes cousins, cousines et trop contente de voir toute ma famille réunie tous ensemble parce que c'est assez rare. Et je les voyais et en fait, mes oncles et mes tantes, tout le monde pleurait. Donc du coup, ma mère et mes tantes, elles n'ont pas voulu mettre le mot mort ou décès ou voilà. Donc elles racontent une petite histoire. Elles m'ont dit, papa, il était tellement gentil et c'était tellement un ange sur terre que c'est devenu un ange en fait. Voilà, c'est devenu un ange et du coup, il est parti. Mais il vivra toujours en toi, il sera toujours dans ton cœur et à chaque fois que tu penses à lui, il sera là à veiller sur toi. Et en fait, je crois que ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une sorte de cape de protection sur mon dos depuis que je suis petite, qui vient de mon père ou de la père de mon père. J'ai rarement été triste qu'il soit plus là. Peut-être à part des grands événements, genre... t'as ton bac et t'aurais voulu l'avoir dans tes bras, qu'il soit fier de toi, tu vois. J'ai eu de la chance, mais c'est pas le décès le plus douloureux que j'ai pu vivre. Même si c'est dur de grandir sans père, hein, je pense que ça fait aussi... ça a des conséquences, je pense, sur les relations après, plus tard. Puis même sur toi, je pense que ça t'a apporté, à 6 ans, d'avoir un drame comme ça. Je pense que ça t'apporte aussi énormément de choses comparé aux autres petits-enfants. Peut-être que tu as plus de résilience, tu as plus de force. Comme tu dis, tu as cette cape, je pense, de protection de lui qui te surveille, mais aussi de toi, de maturité. Il y a peut-être un peu de déni aussi, parce que c'est trop dur, tu vois, pour un enfant de 6 ans de perdre son père, tu vois. J'en parle pas souvent du décès de mon père. Mais du coup, ça, c'est cool, j'honore là, tu vois. Oh, je pleure pour mon père, c'est cool. C'est bien. Le pauvre, on a trop tendance à l'oublier parce que comme c'est le premier à être parti, tu sais, et que c'était pas... Comme il n'est pas mort de la maladie, comme il a eu une belle mort, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que... En fait, en ce moment, je suis en train d'écrire mon histoire et je me rends compte de ça. Hein. J'ai appris à lire et j'ai perdu mon père. Et j'ai eu mes premières règles. J'ai perdu mon frère. Et ça a été super dur. Les gens pensent que c'est « Waouh, mais comment tu fais pour être aussi forte ?» etc. Mais j'ai des moments, tu vois, où c'est là et je suis vulnérable. En fait, c'est sain d'accepter cette vulnérabilité. C'est sain et je l'ai compris très récemment parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai eu tendance à me dire « Ah, donc t'es une warrior, t'es une guerrière, tu vas pas montrer que t'es triste, tu vas pas montrer que t'es... » Parce que montrer qu'on est triste, pour les Asiatiques, ça veut dire montrer qu'on est faible. Et si on montre qu'on est faible, on va prendre avantage sur nous. Alors qu'aujourd'hui, je suis fière de pouvoir pleurer. Comme ça, là, de pouvoir pleurer devant les gens. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est qu'aussi, on parle de deuil, on a l'impression que le deuil, c'est la fin de la tristesse ou de tout ça. Et en fait, je pense que tu peux faire ton deuil, mais ça n'empêche pas que la personne, elle vit encore en toi, que quand tu penses à elle, bah forcément, c'est émotif. Enfin, le deuil, c'est pas forcément juste se dire, bon, bah voilà, c'est passé, c'était il y a 3 ans, j'y pense plus. C'est pas ça. C'est de se dire que, ok, j'ai accepté la chose, maintenant, il y a un manque. Et voilà, c'est normal d'avoir ce manque-là. Ouais, c'est sûr. Alors, si vous attendiez à avoir une super-héroïne de la mort, c'est pas le cas. Enfin, dans le sens où j'ai été hyper résiliente. Pas parce qu'en fait, je continue ma vie et je me suis relevée. J'ai continué à avancer et je continue à cultiver la vie et à apprécier même la vie encore plus fort, en fait, au fur et à mesure que j'ai perdu tous ces membres de ma famille. Donc, on va revenir sur... parce que sinon, après, on se... Quand on dit mon père, il a eu une belle mort, il a eu une belle vie aussi. C'est-à-dire qu'il a quand même vécu.
même s'il est mort jeune, hein, 40 ans, c'est quand même... moi, j'ai 40 ans dans 5 ans, hein, donc c'est quand même jeune. Mais il a vécu, il a fondé une famille, il a vécu... il sait ce que c'est que d'avoir eu des enfants, l'amour inconditionnel. Il était heureux, il avait la joie sur son visage, il a honoré sa vie. Et en fait, mon frère, ce qui est difficile, c'est que je pense qu'il était foncièrement triste. Et il a déclenché la maladie de ma famille, donc, qui est une maladie génétique incurable, une maladie à prions dégénérative et orpheline, ça fait beaucoup d'adjectifs, qui s'appelle l'insomnie fatale familiale. Donc on est 40 familles dans le monde à être touchées par cette maladie, c'est toujours les mêmes, de génération en génération. Et donc du coup, tu as une chance sur 1 million d'être porteur de cette maladie quand tu nais sur Terre. Tu as plus de chances de gagner au loto que d'être porteur de l'insomnie fatale, ce qui est quand même assez extraordinaire. Au début, on ne savait pas du tout que c'était cette maladie. Il a commencé à avoir des hallucinations, sa vue a baissé. Dans un diagnostic allopathique, ils l'ont mis en psychiatrie parce que c'était un peu de la démence en fait. Et en fait, le lien, moi, il a été coupé à partir du moment où il est rentré en psychiatrie, j'ai plus vu mon frère. Et voilà, je l'ai vu rentrer à l'hôpital, entre guillemets, fou. Et puis finalement, 6 mois plus tard, donc c'était assez fatal, mais du coup c'est dans le nom, hein, insomnie fatale familiale. Les docteurs m'ont convoquée et ils ont dit, voilà, la petite sœur, faut qu'elle vienne dire au revoir à son frère en fait. Mais moi, je voulais pas y croire. Et en fait, quand je suis rentrée dans la chambre d'hôpital, j'ai vu un corps désincarné. J'ai vu vraiment, il était comme un monstre, quoi. Il était creusé, on voyait la mort sur son visage. À ce moment-là, j'ai dit, c'est pas mon frère. Je dis, rendez-moi mon frère. Je suis sortie de la chambre, j'ai dit, rendez-moi mon frère, c'est pas mon frère. Déni. Mais le déni est important parce que c'est aussi une sécurité psychologique. C'est que ton cerveau est pas prêt à accepter. Donc, tu te protèges aussi avec ce déni-là qui ne va pas durer toujours, mais c'est aussi important. Tu as évoqué ta maladie parce qu'en fait, les autres décès, ils sont venus, ils viennent de là. Ouais. Donc en fait, la maladie, insomnie fatale familiale, c'est une maladie qui t'empêche de dormir jusqu'à ce que tu meurs. En fait, tu perds toutes tes capacités les unes après les autres. Tout ce que tu as acquises tout au long de ta vie, tu les perds. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert ça dans ta famille ? C'est à la mort de ton frère ? C'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'on avait le gène dans ma famille. Déni, gros déni de toute la famille. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux trouver le sommeil, mais il n'est jamais assez profond pour régénérer tes cellules et ton corps. Ouais, c'est ça. En fait, le pilier de notre santé, c'est quand même le sommeil. Chaque nuit où chaque être humain sur cette planète dort va au moins avoir 1h30 de sommeil profond. Sommeil profond, c'est vraiment quand on peut faire une perceuse à côté de toi, tu n'entends rien. Et t'es irréveillable, on peut pas te réveiller alors que même les gens font du bruit, tu fais pas de rêve, c'est complètement noir, complètement tu sombres dans un sommeil. C'est vraiment le pilier de la santé. Imagine déjà jusqu'à 48 heures sans dormir, tu commences déjà à peut-être pas forcément voir des trucs, mais déjà ta vision elle est un peu troublée, tu peux perdre un peu l'équilibre, tu vas pas forcément savoir bien conduire, tu vas être trop fatigué pour conduire, trop dangereux pour conduire. Petit à petit les cellules au lieu de se régénérer, elles dégénèrent comme quand on vieillit, mais de manière très accélérée. C'est vraiment effrayant de voir quelqu'un perdre la marche du jour au lendemain. C'est comme si on lui avait coupé les jambes. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la malédiction, entre guillemets, quand on voit ça. Et du coup, cette maladie, tu l'as aussi, mais chez toi, elle ne s'est pas déclenchée. Maintenant, j'essaie de faire attention parce que du coup, il y a des personnes parfois qui me disent comment c'est d'être malade. Je ne suis pas malade, en fait, moi. Vraiment, je suis porteuse d'une mutation génétique qui donne l'insomnie fatale familiale. Scientifiquement, j'ai 90% de la déclencher. Mais elle peut ne pas se déclencher vu que ton frère a été le premier cas, si je comprends bien, mais tes parents, ça s'est plus ou moins pas déclenché avant ton frère. Ouais. Tes grands-parents non plus. Alors moi, de toute façon, je me suis dit que je ne la déclencherais pas. Bah oui. J'ai ce projet. Tu peux pas vivre une vie en pensant... Il y avait un truc qu'on disait, tu regardes autour de toi, c'est que des futurs morts. Mais si toi... Dans ta vie, tu te dis, je suis un futur mort, tu construis pas une famille, tu fais plus rien. Alors, j'ai une grande nouvelle. Super ambiance. On va tous mourir. C'est simplement que... On ne sait pas quand. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Moi, c'est écrit sur un papier que je suis porteuse et que j'ai un diagnostic anticipé d'une maladie qui est horrible. Tout le futur, c'est pareil, c'est beaucoup trop loin pour se focaliser là-dessus, se faire du souci, tu vois, avoir peur. Parce qu'en fait, la peur, elle n'enlève pas le danger. Par contre, le présent, là, ce qu'on est en train de vivre, là, de discuter ensemble, c'est là et c'est à nous. Et c'est important d'être en présence, en fait. La vie, elle pardonne pas. Elle peut s'arrêter à tout moment pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis porteuse de la maladie d'insomnie fatale, mais tu peux mourir avant moi. Toi aussi. Vous tous, en fait. Ça te fait pas peur?
En fait, non, je pense qu'on n'a pas peur de sa propre mort. Hein. Même toi. En fait, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, C'est pas toi qui reste. c'est pas toi qui restes. Donc tu meurs. On n'a jamais peur de sa propre mort parce qu'on la conscientise pas forcément. C'est plus mon fils qui souffrira. Mais j'ai l'impression que la mort, ça fait partie de la vie, tu vois. Moi, dans ma famille, à chaque fois qu'il y a eu un mort, il y a eu un bébé qui est né. Donc en fait, tu te dis, c'est le cycle de la vie. À la cérémonie de ma maman, je lui ai dit à bientôt dans une autre vie parce que moi j'y crois, je pense qu'on se reverra. Et alors peut-être après c'est mon cerveau qui crée ça pour pas souffrir du manque. Mais alors, tu vois, moi si c'est ok avec moi, c'est ok. On y va tous en fait. Et ça c'est beau, toi qui as fait pas mal de trucs de chamanisme. J'ai entendu une pensée chamane qui dit qu'en fait le deuil dans une vie, c'est tous les parcours de vie. L'adolescent fait le deuil de l'enfant, l'adulte fait le deuil de l'adolescent. En fait c'est tous des changements qui se font. Et qu'en fait, une vie, elle est pleine de deuil. Parce que le deuil, c'est pas que la mort. Le deuil, c'est aussi renoncer à quelque chose et que ça nous crée un manque. Que ce soit un projet de travail, une rupture amoureuse. Toute notre vie, on va être amené à avoir des deuils. Maintenant, la question, c'est comment on réagit, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qu'il faut... C'est trop beau ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait penser... il n'y a pas de... En fait, la vie, c'est un cycle. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de fin. Tout est transformation en fait. On est toujours en train de se transformer. Tu vois, quand tu as fait le deuil de ta relation, mais tu es en train de te transformer, tu es en train de transcender. Et puis c'est très douloureux là, le deuil d'une relation. Je me rends compte parce qu'en fait la personne elle est encore vivante, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Et puis tu fais aussi le deuil de qui vous étiez vous deux. Tu fais pas que le deuil de la personne que tu vas plus revoir, tu fais le deuil de qui toi t'étais, parce que tu vas forcément changer avec tout ça. Mais cette transformation là, moi je trouve que c'est magnifique, tu vois. Moi je suis très... Nulle à ça, on peut dire. Gênée face à ça, ouais, c'est quelque chose, c'est bête, mais ça me gêne, je sais pas quoi dire. À chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression de faire une bourde. Ouais, c'est quelque chose qui est pas forcément inné, on se sent pas dans le confort. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a fait du bien ou qu'est-ce que t'as aimé entendre? Comment on peut aider en fait un proche qui vit le deuil? C'est très tabou aussi dans nos sociétés, la mort, le péché, tu vois. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de bonne formule. Si tu as besoin de venir gratter à ma porte pour me parler, boire un coup, faire la fête ou pas, ou mater des DVD ou être tout triste ensemble, je suis là pour toi à tout moment. Quoi. Donc c'est être présent en fait. Voilà, d'être dans la compassion, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'empathie, tu vois, c'est encore une différence. Quand tu es empathique, tu prends la douleur de l'autre et genre tu vas lui dire moi, et puis tu ramènes à toi et puis moi aussi, mais machin, ça me rappelle que. Ou tu peux être dans la compassion en disant écoute, je peux pas savoir ce que tu es en train de vivre parce que je connais absolument pas la relation que tu avais avec ta mère. Vous aviez l'air proche, mais je suis là. Ce que le score scientifique dit justement sur ça, sur le deuil, c'est comment tu peux faire ton deuil. C'est un moment essayer de trouver quelles sont les ressources qu'on t'a apportées. Donc ta mère, comme tu dis, elle t'a apporté de la force, exactement. Ton père de la joie. Et remercier, alors c'est hyper facile de dire ça vu de l'extérieur, mais de remercier pour tous ces temps et tout ce qu'on t'a apporté, même si c'était trop court, tu les as eus. Et j'ai énormément souffert. Hein. Ouais, j'en doute pas. Tu vois je crois que j'ai plus ri dans ma vie, si on comptait, j'ai pas compté, tu vois, que pleurer. Oui. Je crois que ça se voit de toute façon sur le visage, tu vois, les fossettes, les rides vers le haut, etc. Mais c'est important d'accepter aussi ces moments de tristesse, profond désespoir aussi, et ça, tu vois. C'est ce qui nous rend humains, les émotions. Exactement. Et c'est ce qui nous rappelle aussi un peu alors, parce que si tout était bien et parfait, on n'en profiterait plus, quoi. On n'apprécierait c'est pas vrai, on n'apprécierait pas. Est-ce que toi, quand tu as vécu un deuil, est-ce que tu as ressenti cette chose qu'on appelle les 7 étapes du deuil, où vraiment tu es passé par la phase de le choc, ensuite le déni, la colère, la tristesse, la résiliation, l'acceptation? Ouais. Je pense carrément, en tout cas dans ce que tu dis, parfois il y a une étape avant l'autre. Mais chacun vit le deuil différemment. Ouais. On dit qu'il y a ces étapes, mais on ne les vit pas tous dans le même ordre. Elles sont toutes là. Hein. Et pas de la même manière. Et pas aussi longtemps aussi. Moi je pense que tous mes deuils, chaque deuil a été complètement unique et différent. Moi j'ai envie qu'on enlève aussi cette image, qu'on enlève aussi le tabou de... C'est pas parce que tu pleures quand tu penses à quelqu'un que tu as perdu que tu n'as pas fait ton deuil en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Le fait de faire le deuil, c'est le fait d'accepter que physiquement, tu ne reverras jamais cette personne. À 35 ans, je suis pareille qu'une mamie de 87 ans. La dernière fois, je parlais à la grand-mère du coup, de mon ex. Et en fait, elle m'avait dit, oui, j'ai vu mon père mourir, ma mère mourir, mon frère mourir, ma tante. Comme moi, en fait. Sauf qu'elle avait 87 ans. J'ai l'impression que tu acquiers quand même une sagesse. Sagesse, mais tout en se disant, attends, en fait, la vie, c'est aussi... t'es aussi là pour jouer.
T'es aussi là pour profiter, t'es aussi là pour prendre du plaisir, tu vois. Il y a des Australiens qui sont porteurs de l'IFF et du coup, ils ont été interviewés en anglais et ils disent ça, ils disent moi, tous les jours, c'est mon dernier jour, comme si c'était mon dernier jour, etc. J'ai un peu de ça quand même dans ma vie. Mais j'ai un enfant, il a 6 ans. Et donc, si tu veux, moi, je suis quand même dans un truc où je me projette quand même d'être à ses côtés, tu vois, et d'être vivante, en fait. Donc, je me donne ce que je pense être bon pour toutes mes couches de corps et pour, en tout cas, préserver ma santé. Et quel est le conseil que tu pourrais donner justement à quelqu'un maintenant qui nous écoute et qui est en plein deuil, qui a l'impression qu'il ne verra jamais le bout, qu'il n'y arrivera pas? Moi, il y a un truc, en fait, j'ai vraiment réalisé ça et je pense que c'est parce qu'elle-même me l'avait dit de son vivant. Et je sais que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Vos parents ou les personnes qui sont mortes, elles n'auraient pas voulu que vous soyez triste. Elles n'auraient pas voulu que vous soyez triste trop longtemps, en tout cas. Elles comprennent votre tristesse, elles comprennent que ce soit dur et difficile. Mais pour elles, célèbre ta vie, en fait. Se dire que tu as survécu en fait à 100% de tous les malheurs de ta vie, tu survivras à celui-là aussi. Ouais, c'est ça. On peut être accompagné, les médecins, ils sont là, ils ont fait des études pour faire des diagnostics, etc. et tout. Mais il y a des moments, c'est aussi prendre la responsabilité qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes. Merci pour ton intervention, pour t'être confiée aussi à nous, d'avoir accepté de venir ici. On espère que ton discours, il aidera plein de gens. Et puis, ils peuvent te retrouver du coup sur ton Instagram aussi? Oui, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram et le site internet de NeuroIFF France, qui est l'association de ma sœur, très active et beaucoup d'actions sont mises en place. Moi, j'ai mon site internet aussi qui arrive et j'ouvre mon lieu d'activation du pouvoir d'auto-guérison. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux en attendant la prochaine vidéo. Sur ce, on ne vous en dit pas plus. Vous en savez déjà trop. En attendant de se revoir, Bouche cousue.